les ultra-orthodoxes ashkénazes, même quand vous proposez aux jeunes des unités très spéciales comme Hashmonaïm, n'est-ce pas, où il n'y a Oui. pas de femmes dans les bases, ils ont des heures d'études, ils ont tout ce qu'il faut pour continuer. J'ai parlé à un représentant, il m'a dit, vous ne comprenez rien à notre manière de vivre. Un jeune qui quitte la yeshiva, même s'il n'est pas brillant à la yeshiva, et il va à l'armée, et il va dans cette unité de Hashmonaïm. Il ne verra pas une femme, il sera là, il étudiera, il fera tout ce qu'il faut. Cacher les mahadrim, ce n'est plus un haredi pour nous. Parce qu'il se mêle à la vie de la société générale. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste, on va dire, du dossier orthodoxe, des orthodoxes en Israël en particulier. Et c'est pour en parler justement des ultra-orthodoxes. Alors on va rajouter même les ultra-orthodoxes parce que, eh bien, ils font parler d'eux-mêmes les ultra-orthodoxes ces derniers jours. Avec le départ du parti judaïsme de la Torah, les orthodoxes ashkénazes, qui a été annoncé en milieu de semaine. Et puis hier, l'annonce du départ du gouvernement du parti Chasse, mais pas de la coalition gouvernementale. Alors non, pas seulement ils ne quittent pas la coalition, mais en plus, Aryeh Deri participe. Et ils l'ont annoncé pour qu'il n'y ait pas de brume dans ces histoires. Ils participent encore aux réunions du cabinet de voilà. sécurité. Oui, c'est un petit peu partir sans vraiment partir. C'est partir, retenez-moi, je m'en vais, mais retenez-moi. Alors justement, c'est partir sans s'en aller. La question que je voudrais vous poser, c'est d'abord, finalement, au point de départ, est-ce que la presse, les médias, nous-mêmes, on n'a pas un peu déformé le dossier autour de cette loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, parce que on parle, toute la presse parle d'une loi qui permettrait aux élèves des yeshivot d'être dispensés de service militaire, alors que de facto c'est un peu le contraire qui est en train de se passer. Presque officiellement, pour la première fois, les orthodoxes acceptent, on va dire, des quotas qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de soldats orthodoxes qui s'enrôleraient dans l'armée israélienne. On le précise pas assez, n'est-ce pas? Le mot-clé, Daniel, c'est quota. Voilà. Alors, ça, c'est un mot qui a causé beaucoup de sentiments désagréables, même pire, au sein des dirigeants des partis, des dirigeants ultra-orthodoxes, des rabbins, ce qu'on appelle les Gdolei Israël, parce que le mot quota veut dire plusieurs choses. Du point de vue des Haredim séfarades, c'est le gros risque que si acculés au mur et n'ayant pas le choix et devant accepter qu'il y ait des bachouré yeshivot, des étudiants des yeshivot qui s'enrôlent à l'armée, le quota sera formé surtout d'étudiants séfarades. Eh oui. Ça, c'est la première chose qui a fait trembler les vitres partout. Alors, ça n'a jamais été dit officiellement. Ça n'a jamais été dit officiellement, parce qu'il faut vraiment connaître bien ces milieux-là pour comprendre que c'est cela. Non, mais ça, c'est un réel problème. Ça, c'est un réel problème. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que pour nos auditeurs, il faut comprendre que ceux qui étudient véritablement la Torah comme il faut, on va dire de la manière authentique, c'est un terme qui revient souvent chez les orthodoxes, ce sont les Ashkénazes, tandis que les Sfarades, on va dire, ce sont des orthodoxes de seconde zone, si on peut dire. C'est un petit peu ce qui se dit, pour le moment encore discrètement, pas officiellement, mais c'est effectivement le bruit qui court. Bon, c'était assez extraordinaire comme décision. Je veux dire, les séfarades, les étudiants séfarades étudient, il y en a même qui étudient en yiddish pour se faire accepter. Et finalement, quand il y a un moment dur comme ça, ils sont considérés comme de deuxième sonne. C'est très difficile, c'est très douloureux. C'est très, très douloureux. Ensuite, deuxième chose qui s'est passée, c'est que du point de vue des rabbinim, ils ont leurs envoyés dans le monde réel, dans le monde de la société israélienne. Ce sont les politiciens, les politiques qui sont à la Knesset, qui sont dans les conseils municipaux, qui sont de partout, qui sont une espèce de relais entre la véritable vie à l'extérieur dans l'État d'Israël et eux qui sont retranchés dans leur yeshivot, dans leur Bate Midrash. Or, il s'avère que finalement, ces envoyés qui bénéficient de beaucoup si vous voulez, de possibilités que les autres n'ont pas, l'utilisation des téléphones pas cachers, entre autres, entrer dans la vie de la société générale, ils n'ont pas fourni ce qu'on attendait d'eux. Finalement, la loi est passée. Alors,
elle doit passer d'une manière, enfin, elle n'est pas passée, mais elle annonce un changement radical. Un changement radical. Du point de vue des rabbinim, on envoie nos représentants chez vous, à la Knesset, dans les conseils municipaux, dans la politique, dans la vie actuelle, et vous nous garantissez que nos étudiants ne seront pas touchés. Et s'il y a vraiment pas le moyen autrement, alors on enverra un petit quota qui sera formé surtout d'étudiants yeshivot qui sont des séfarades. On va, si vous voulez, je vais utiliser le mot, et on va les sacrifier pour garder les nôtres. Il y a quelqu'un qui m'a dit une chose très grave. Alors, la réponse a été par l'ex-grand rabbin d'Israël, un des fils du Rav Ovadia, celui qui est maintenant dans le conseil des grands de la Torah de Sepharad, qui a dit, je m'oppose même à ce qu'on enrôle les Bachourei Yeshiva qui n'étudient pas. Ceux que nous connaissons, nous savons qu'ils n'étudient pas. Ils sont là, ils tournent en rond, ils font pas rien ils font vraiment pas quelque chose de sérieux du point de vue de l'étude. On les connaît, on le sait, c'est un problème. Mais même ceux-là, on ne les laissera pas partir. Mais alors ça, je voudrais vraiment que Peggy, qu'on comprenne bien, que nos auditeurs essayent de le comprendre. Comment expliquer justement, alors que vous nous dites très clairement que c'est un peu ça la répartition, les meilleurs élèves resteront dans les yeshivot, et puis on va dire les élèves de seconde zone iront à l'armée séfarade. Comment expliquer justement que on ait toujours le sentiment que le parti chasse est à la traîne des orthodoxes ashkénazes, c'est-à-dire qui même dans cette décision d'hier, qui est une semi-décision, un semi-départ, bien pourquoi finalement le parti chasse, dont l'électorat majoritairement va à l'armée, soutient l'armée de Tsahal, même les députés du parti chasse sont tous, ou la plupart, allés à l'armée. Je parle par exemple de notre ami Yossi Tayeb, qui est député francophone, qui a servi dans la brigade de Givati combattant. Pourquoi ce parti chasse, 40 ans après sa création, hein, par le Rav Shach et avec le Rav Ovadia Yosef, eh bien, il est toujours aussi dépendant, ou même je dirais à la traîne des partis orthodoxes ashkénazes. Daniel, je suis journaliste, pas psychologue. Ah. Mais vous avez bien une explication. Bah, de ce point de vue-là, Aryeh Deri a vraiment essayé à plusieurs reprises. Je suis loin d'être une supporter de Aryeh Deri, donc je peux me permettre de le dire. Il a plusieurs fois essayé très sérieusement, avec une influence massive qu'il a, de changer cette donne, et ça n'a pas encore réussi. Ça n'a pas encore réussi. Regardez ce qui se passe. Je veux dire, sur un autre domaine, chaque année, il y a plusieurs dizaines de filles séfarades qui ne sont pas accessibles dans les séminaires de haute qualité, de haute gamme, de l'instruction du système éducatif ultra-orthodoxe, parce qu'il y a un quota de filles séfarades dans chaque séminaire. Et celles qui sont au-delà de ce quota ne sont pas acceptées jusqu'aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, 40 ans d'existence, même je crois que ça fait 42 ans. 84. Et on en est toujours là. On en est toujours là. Alors, je ne sais pas, je vous dis sincèrement. Et là en plus, Peggy, on est dans un contexte tout à fait particulier, où il y avait peut-être là une opportunité pour le parti chasse de se démarquer des orthodoxes ashkénazes. On est en pleine guerre, les gens comprennent, les élus de chasse sont à l'écoute de leur électorat. Lorsqu'ils vont à la synagogue, ils voient des soldats orthodoxes de séfarades qui reviennent de Milouim. Comment on explique que le parti chasse n'ait pas saisi cette occasion pour taper du poing sur la table et dire aux Ashkénazes, il faut arrêter avec ça, il faut envisager que tous les élèves des yeshivot qui n'étudient pas sérieusement aillent à l'armée. Pourquoi on n'entend pas ce message clair? Pourquoi, par exemple, comme vous le disiez, le Rav Yitzhak Yosef, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël et aujourd'hui président du Conseil des sages de la Torah, dit il vaut mieux qu'on parte à l'étranger plutôt que de s'enrôler. Ouais, encore que partir à l'étranger maintenant, ouais. Pas... Non, mais c'est ce qu'il dit. Pourquoi c'est ce message? Vous avez raison, Daniel, je sais pas quoi vous dire, c'est une énigme. C'est une énigme. Mais par contre, je veux donner un exemple d'un côté différent. Pour les ultra-orthodoxes ashkénazes, même quand vous proposez aux jeunes des unités très spéciales comme Hashmonaïm, n'est-ce pas, où il n'y a pas de femmes dans les bases, ils ont des heures d'études, ils ont tout ce qu'il faut pour continuer. J'ai parlé à un représentant, un membre de la Knesset aujourd'hui, bon, peu importe qui c'est, il m'a dit, vous ne comprenez rien à notre manière de vivre.
un garçon, de chez nous, un jeune qui quitte la yeshiva, même s'il n'est pas brillant à la yeshiva, et il va à l'armée, et il va dans cette unité de Hashmonaïm, il ne verra pas une femme, il sera là, il étudiera, il fera tout ce qu'il faut, cacher les mahadrines, ce n'est plus un Haredi pour nous. Parce qu'il se mêle à la vie de la société générale, il sort de... Parce que quel est le principe fondamental d'être un ultra-orthodoxe? Je ne suis pas sûre du mot en français, la badlanout, c'est-à-dire la séparation, oui. C'est s'isoler. Du reste de la société. Nous sommes différents. Et ça ne veut pas dire seulement que nous nous habillons différemment et que nous mangeons différemment et que... Non, c'est ne pas appartenir, ne pas entrer dans le système de la société générale. Rester toujours sur les rives, n'est-ce pas? À peu près, mais ne pas vraiment entrer. D'ailleurs, il y a quelques-uns qui entrent, malheureusement. Il y a les politiciens, on est obligé de leur permettre de faire ça. Mais c'est tout. C'est tout. Un jeune qui part à l'armée, même dans une unité comme Hashmonaïm, du point de vue des grands rabbinim, c'est fini, il n'est plus Haredi. Donc, ils ne veulent pas le permettre. Et même la guerre n'a pas changé cet état d'esprit? Alors, ça, c'est intéressant, parce que la guerre a changé un petit peu l'état d'esprit chez les jeunes. J'ai parlé avec plusieurs d'entre eux, évidemment, il n'était pas question de les signaler, de donner leur nom ou même leurs images ou quoi que ce soit. Ils parlent assez librement quand ils sont assurés qu'ils ne sont pas dévoilés, et ils diront qu'ils sont dans une partie d'entre eux, attention, pas tous, il faut faire attention, c'est pas une avalanche. Il y en a pas mal qui se sentent un petit peu mal à l'aise, parce que toutes ces dernières années, on a vu par le biais de l'emploi, c'est-à-dire les études qui permettent un emploi. Donc, il y a beaucoup de jeunes Haredim qui étudient quelques heures par jour à la yeshiva et qui vont travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Ceux-là restent encore des Haredim, mais ils côtoient le reste de la société. Ils les voient, ils les rencontrent. Ils vont, je sais pas moi, s'ils travaillent dans une société, surtout dans le high-tech, ils se sont intégrés dans ça, bah, il y a un de leurs collègues qui est en Milouim, ou Dieu grâce, un de leurs collègues qui est blessé ou pire. Donc, ils le voient, ils le sentent. Moi, je pense que plusieurs me l'ont dit d'ailleurs, que le phénomène allait commencer à s'engranger. Je veux dire, ça allait prendre beaucoup de temps. Mais ça commençait à aller dans la ligne de ceux qui n'étudient pas sérieusement et qui veulent gagner leur vie pour avoir une vie plus agréable et ne pas vivre parce que les Bachoré et Shiva qui ne travaillent pas, je veux dire, on connaît pas ce niveau de pauvreté en Israël en général. Les gens ne savent pas de quoi on parle. C'est une pauvreté terrible. Mais ils sont prêts à le faire parce que pour eux, c'est plus important l'idéologie. Alors, il y en a quelques-uns de plus en plus qui ne veulent plus ça. Ils sortent, ils étudient. La guerre a tout changé. Parce que ce phénomène, ce processus qui aurait pu prendre des années, tout d'un coup, il faut, quand le chef d'état-major dit tous les matins, il me faut 10 000 soldats, il me manque 10 000 soldats, on ne sait plus quoi faire. Je veux dire, les choses commencent à se... Là-dessus, il y a des volontés personnelles de certains politiciens. Je veux dire, Yuli Edelstein, certains disent qu'il veut remplacer Netanyahou, d'autres qui disent qu'il veut être le nouveau prochain président, d'autres qui disent autre chose. Je ne sais pas. Je veux dire, toutes sortes de choses, des politiques, c'est des fois compliqué à décrypter. Mais évidemment, je veux dire, là, il a tenu bon. Mais il était entre le marteau et l'enclume. Parce que les associations des Milouim, des gens de Milouim, n'ont pas arrêté, mais de le marteler avec des messages, des téléphones, des WhatsApp tout le temps. Ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Ne nous abandonne pas. Mais vous savez, le résultat pour le moment, c'est qu'après une certaine période où les choses commençaient à s'arranger dans les relations humaine entre les Haredim et le reste de la société, bah ça, vous pouvez oublier ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une colère, on va dire, dans la population, dans le monde, par exemple, dans le monde sioniste religieux que nous connaissons également. D'ailleurs, ce sont eux qu'ils accusent le plus. Mm-hmm. Hier, je m'excuse, je ne sais plus qui c'était le grand rabbin qui a dit notre vrai problème, nos véritables ennemis, ce sont les kippot rugot, les religieux sionistes. Et pas les politiciens de gauche ou de droite. Et pourquoi? Parce que ils sentent, Yuli Edelstein une kippa sruga, il est au Likoud, mais il appartient à ce milieu. Non, peut-être tout simplement parce que depuis le début de la guerre, il y a des dizaines de soldats israéliens qui malheureusement sont tombés au combat et qui étaient des élèves de yeshivot, qui passaient leur temps à étudier la Torah, mais qui au moment de la guerre, on dit on ferme notre Guémara et on va combattre. J'ai des exemples pareils dans ma propre famille, Daniel. J'en connais plusieurs. Je sais de quoi. C'est tangible.
Ensuite, prenez un endroit comme la Mechina à Eli, dans le village de Eli. Je veux dire, ils en sont arrivés déjà, Dieu garde, à plus de 11 de leurs jeunes qui sont tombés au combat, sans compter tous les blessés. Ça fait mal. Les gens ne peuvent pas continuer à dire oui, oui, nous sommes frères, ça s'arrangera. Il y a du folklore, il y a du machin. C'est tout ce qu'on a entendu pendant toutes ces dernières années. Non, là, ça va plus. Ça va plus du tout. Alors, Une haine envers les Haredim aujourd'hui que je n'ai pas rencontré depuis très longtemps. Ça fait à peu près 30 ans que je couvre la société Haredi en Israël, surtout à Jérusalem, et bien sûr. C'est un ton que je n'ai pas entendu depuis des années, des années, des années. Votre pronostic pour l'avenir, même l'avenir proche, c'est-à-dire ces prochaines années, est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir un changement quelconque? On s'était dit aussi, et dites-moi si je me trompe, Peggy, que le fait que à la tête du mouvement des partis orthodoxes, ou plutôt de la communauté orthodoxe, ce que l'on appelle les Haredim, les Lituaniens en particulier, il n'y ait pas de figures qui soient aujourd'hui dominantes, hein, parce qu'il faut bien avouer que les rabbins Dovlando, Hirsch, ils sont bien moins connus que ne l'était le Rav Shark, n'était le Rav Steinman, le Rav, tous ces rabbinim qui étaient très connus, qui étaient des véritables figures. Peut-être qu'on pensait que moins de charisme de la part de ces rabbins, eh bien, aurait peut-être permis un peu plus d'ouverture, et c'est pas vraiment le cas, non? Non, moi, je vais délicatement, enfin avec beaucoup de précaution dire, je pense que c'est surtout ça qui a causé, entre autres, le problème. Parce que on disait toujours, par exemple, le Rav, on va dire, se permettait de donner comment dirais-je, des hakalot, comment dire en français, excusez-moi. Des allègements. Oui, des allègements par rapport à sa grandeur et à son statut social. Donc, il pouvait permettre des choses que d'autres rabbins n'osaient pas permettre. OK? Et nous avons le problème aujourd'hui, parce que comme vous l'avez dit, justement, tous ces rabbins, avec tout l'honneur qu'on leur doit, ne sont pas de telles figures. Donc, ils renchérissent. Ils renchérissent. Ils doivent se prouver qu'ils sont à la hauteur. Alors, ils renchérissent. Et donc, pour l'avenir, Peggy? Moi, je pense que beaucoup, pas tout, beaucoup dépend de la situation militaire, je veux dire sécuritaire et militaire. Si on continue, on continue avec des guerres qui s'ouvrent, on a maintenant le front sur la Syrie depuis hier, les choses vont s'aggraver. Si les choses se calment, peut-être on pourra revenir à une espèce de réflexion un peu plus calme, essayer de trouver une solution. Mais une chose est claire, c'est fini. Ce qui a été jusqu'à présent, c'est terminé. On entre dans une autre ère avec d'autres fonctions, d'autres décisions. La question est-ce que ça va se passer pacifiquement ou avec des problèmes? Eh bien, il y a besoin des jeunes Haredim, de s'intégrer un peu plus dans la société israélienne et ils comprennent que ça passe par le service militaire. Pas seulement des études universitaires et de travail. Ils comprennent. Mais c'est une partie. Alors, la question de savoir qui va donner le ton? Les rabbinim en haut ou ça viendra du bas? Eh bien, on va rester avec cette interrogation importante. Merci beaucoup, Peggy, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ce dossier particulièrement important et brûlant, l'enrôlement des élèves des yeshivot et la crise que cela provoque au sein même de la coalition gouvernementale. Merci encore, Peggy. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.